Bonjour aux chers amis naturopathes et à tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre pour ce deuxième congrès du SPN. Merci. Faudrait que je te garde en fin de compte comme présentateur, t'assures, grave. Comme quoi, la médecine et la médecine naturelle même à tout. Hein. Daniel, il a l'habitude d'intervenir au niveau international lors de nombreuses conférences. Je suis fan depuis de nombreuses années, mais je ne vais pas dire depuis quand, Daniel, parce que pas toi, tu prends pas une rite, mais moi, j'aime pas, je suis une fille. Donc, je vais pas dire depuis combien de temps je suis fan de Daniel. On a David qui était avec nous en début de congrès, qui est un des représentants du laboratoire Osmobiose, et c'est lui qui va gérer la technique avec le docteur Penouel. Donc, merci à David d'être là. Il a l'habitude d'intervenir sur des scènes internationales dans de nombreux congrès. Bien entendu qu'il aurait préféré faire le show, parce que c'est un showman, Daniel. Il aurait préféré faire le show sur une scène pour le congrès du syndicat des professionnels de la naturopathie. Mais quand on organisera de nouveau un congrès en vrai, je suis intimement persuadée que Daniel répondra présent. Et puis peut-être que ça sera dans le sud, Daniel, le prochain, tu n'auras pas trop loin à aller, un petit coup de voiture et hop, tu descends et ça se passera bien. On va passer 1 heure avec le docteur Penouel sur l'aromathérapie scientifique. C'est un de nos conférenciers qui sera également présent demain et qui mettra en avant demain l'aromathérapie énergétique, sa vision quantique. Je sais qu'en début de congrès, étant donné que David Penouel a ouvert le congrès mercredi matin, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir hâte que le docteur Penouel puisse nous en dire plus sur l'aromathérapie. Comme la plupart de nos conférenciers, il n'y a pas de questions taboues avec le docteur Penouel. Hein. Donc, il va nous présenter parce qu'il est comme ça. C'est un conférencier qui aime bien nous faire des interventions riches. Donc, vous allez avoir plein de choses dans votre tête. Regardez, moi, j'ai déjà le stylo. Stylo et cahier pour pouvoir prendre des notes. C'est bien, Christelle, t'assure, j'ai vu ton stylo. Et ensuite, on pourra poser des questions au docteur Penouel à la fin de son intervention. Bien entendu, David me l'a confirmé, on donnera la boîte mail pour que vous puissiez poser des questions si besoin. Et il a toute son équipe au sein du laboratoire Osmobiose qui pourront aussi vous répondre si besoin est. Bon, ben, si tout le monde a son stylo, j'arrête de papoter et je te laisse la place, Daniel. Alors, on est combien de participants là? Alors là, tu as plus de 80 participants, mais c'est Bon, ce que je disais tout à l'heure. On est à plus de 700 ventes. bon, Donc, c'est on bien. a peut-être beaucoup en replay. Oui. Et étant donné que j'ai fait un petit coup d'explication de community manager ce matin et qu'automatiquement, les 80 personnes ont déjà publié sur leurs réseaux sociaux sur le congrès, n'est-ce pas? C'est bon, je vois les sourires. J'en ai vu certaines publier. Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir pu communiquer. Nous, on espère bien dépasser les 1000 rapidement. Alors, Monsieur Cosimo, Oui, bonjour. alors je ne te connais pas. Tu fais quoi alors exactement? Ah bah, au niveau du syndicat, j'écoute ce que Alexandra me dit. On partage bien toutes les actions. Après, on donne le consensus et puis Alexandra, elle applique. Si tu veux, Alexandra, c'est le moteur, hein, c'est ce qu'elle fait. Bien sûr, elle me consulte très régulièrement pour les choses au moins les plus importantes. Après, pour les petites choses, etc., elle a carte blanche, évidemment. Moi, je suis naturopathe. J'ai une école aussi de naturopathie. Je vous suis, Daniel, On, se depuis on se très, tutoie, hein, tout le monde se tutoie ici. Hein. je te suis, Daniel, depuis très, très, très longtemps. Je me suis permis même de mettre quelques-unes de tes phrases que j'ai adorées sur quelques-uns de mes cours. J'ai bien sûr mis que c'était le docteur Daniel Penouel. T'inquiète pas. Je suis un grand fan. Je connais tes ouvrages. Je te suis depuis quand même quelques décennies, dont on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer, malheureusement. Si je savais que tu connaissais Alexandra depuis qu'elle est toute petite, je me suis permis de lui demander de te rencontrer à un moment donné, mais je n'étais pas au courant, je viens de découvrir hein, que c'est une connaissance de longue date. Et donc voilà, je suis naturopathe depuis quelques temps. Hein, bon. Oh, non, Ton école, elle est en Italie? non, mon école, en fait, bon, je dois être honnête,
Mon école, c'est en France, même si j'ai commencé déjà, j'ai une directrice en Italie pour éventuellement faire quelque chose en Italie, mais ça n'a pas encore démarré. Et j'ai aussi, l'école, elle est aussi anglophone, donc surtout pour les expats anglais au Moyen-Orient et en Afrique. Donc voilà, mais c'est surtout en France, bien sûr. Très bien. À Tours, donc on fait du présentiel à Tours, mais on est pareil comme Alexandra en e-learning. Donc, Ah oui, d'accord. Très bien. Ben, comme ça, je suis très, très heureux de vous avoir tous les deux. Ça fait le yin et le yang, hein. Mais il y a aussi du yin chez toi et beaucoup de yang chez Alexandra. Donc, c'est bien équilibré. le yang, c'est plutôt chez Alexandra, Oui. parfois même souvent. Je ne vois pas de quoi tu parles, Daniel, je comprends. Mais on est en plein déjà dans demain, dans les énergies. Donc, tu vois, j'ai pris un peu d'avance. Un peu d'avance sur les énergies. Oui. On se complète bien tous les deux. Alors, samedi 20 mars 2021, on va travailler l'aromathérapie scientifique et médicale et on va donc faire le plan de la présentation. La problématique des différentes facettes d'un même terme couvrant des réalités distinctes. La clé donnée par la compréhension du ternaire aromatique du docteur Pennoel, le rappel du métabolisme secondaire du règne végétal, focus sur le phytovolatilome et son rôle biosphérique et écosystémique, rappel d'infectiologie générale, focus sur l'infectiologie bactérienne et fongique, importance de la bonne connaissance de la relation structure-activité, nécessité d'introduire le concept des biofilms, compréhension du rôle joué par les molécules inhibitrices ou perturbatrices du biofilm et questionnement au sujet de la possibilité de passer du stade molécule au stade de la plante. Ce sera l'exposé qui suit demain. Alors, voilà une petite citation que je vous ai faite. Le bonheur et le malheur des plantes aromatiques et de leurs sécrétions volatiles odoriférantes, c'est précisément que notre sens olfactif les reçoit et les perçoit, et cela brouille les pistes et génère la confusion. Le terme aromathérapie ne recouvre pas la même réalité selon les pays et les langues. Francophonie, aspect médical et pharmaceutique qui prédomine. Pays anglophones, on le voit avec le bien-être, la beauté. Et les pays germaniques, c'est ce qu'on appelle la Duftkultur, c'est-à-dire essentiellement le côté de l'olfactif. Si vous réfléchissez au pays qui a donné au monde le plus de musiciens, vous comprendrez qu'avec l'Allemagne et avec l'Autriche, je ne vais pas vous les citer tous, c'est trop long, mais on a effectivement l'aspect auditif. Et quand vous regardez la structure du visage humain, vous voyez que… Mais les gens me voient là ? Ah oui. Vous verrez que le nez et l'oreille sont exactement sur le même niveau. Et quand je respire une huile essentielle et quand j'écoute une musique, je suis mis dans le même état vibratoire. Donc, aromathérapie multidimensionnelle, samedi, le versant scientifique et médical, dimanche, on va se régaler. Il y aura également Rosemary qui va intervenir. Le versant énergétique et la nécessité de la création du pont entre le côté matériel et le côté subtil. Alors, la polysémie, c'est un terme qui veut dire qu'effectivement qu'il y a de nombreux sens. Donc, je vous ai fait ce petit récapitulatif. On voit le laser là qui vous montre la partie qu'on prépare en France dans les pharmacies. Ensuite, on a une session d'aromathérapie dans le sens, bien sûr, anglo-saxon. Et puis après, quelque chose qui nous séduit tous, c'est l'olfaction. Mais justement, on veut, dans le côté médical, ne pas trop se laisser emporter dans les subtilités de l'olfaction pour être plus concentré sur la partie purement moléculaire. Alors, suivante. Ces trois univers sont à la fois tout à fait distincts et parfaitement complémentaires. Pour interpréter convenablement ces différences fondamentales, je fus conduit dans les années 80 à établir la différenciation fondée sur la compréhension du ternaire constitutif de notre univers et de son application au domaine des huiles essentielles. Alors, donc, ce concept fondamental porte le nom du ternaire aromatique du docteur Pennoel, énoncé en 1990 dans le livre fondateur L'aromathérapie exactement. On voit ici en bas l'aspect matière qui est donc essentiellement focalisé sur le contenu moléculaire. Non, ici. Voilà. Le contenu moléculaire, bon, on va le faire autrement, avec une relation structure-activité, donc on est dans le domaine effectivement de l'action de cette substance aromatique. Quand on passe à l'énergie, alors ici, on se focalisait surtout sur la transmission des charges électroniques positives ou négatives. Bien sûr, le concept d'énergie qu'on fera demain sera beaucoup plus élargi, mais là, on est sous une forme qui est très physique, également une action.
quand on arrive au plan de l'information, c'est l'information par huile essentielle. Elle induit des processus psychologiques et également physiologiques. Et là, c'est le processus de réaction. Alors, suivante. Alors, ici, on va donc voir que la plante est un véritable laboratoire pharmaceutique naturel qui fabrique des centaines de milliers de composés moléculaires qui proviennent tous de quelques précurseurs de la photosynthèse. Donc, on voit que c'est extrêmement simple puisqu'il y a uniquement des voies métaboliques qui se répartissent et qui vont arriver à fabriquer des centaines de milliers de composés dont les monoterpènes, les sesquiterpènes et les phénylpropanoïdes ne sont qu'une toute petite partie. Suivante. Alors, chimiodiversité végétale, on voit apparaître ici qu'il y a énormément de possibilités et ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans le cadre, ce sont les molécules de la défense par rapport aux attaques microbiennes des bactéries et des champignons, également même des virus, puisque les plantes ont exactement à faire face aux mêmes problématiques que nous, animaux, et nous, êtres humains. Suivante. Alors, le rôle des composés organiques, il faudrait me faire disparaître ça là-haut. Donc, qui sont issus du monde des plantes. Donc, on voit qu'il y a énormément de possibilités de ces composés organiques volatiles et on retrouve effectivement la défense contre les agents extérieurs, insectes, bactéries, champignons, également la chaleur, les polluants, etc. J'insiste également sur l'action biosphérique et écosystémique des principes aromatiques et ce fameux isoprène dont on vous parle tout le temps. Et on vous dit on ne le trouve jamais. En réalité, c'est faux. Parce que cet isoprène étant très volatile, étant donné qu'il a 5 carbones, il s'en va dans l'atmosphère. Et quand vous voyez cette teinte bleuâtre qui, quand le soleil a bien chauffé, apparaît dans l'atmosphère au-dessus des montagnes, des forêts, eh bien, en fait, c'est cette molécule d'isoprène qui est également très important parce qu'il va contribuer à former les nuages et les pluies et donc à féconder la terre. Donc, vous voyez que toutes ces notions qu'on vous apprend au niveau moléculaire ont des répercussions majeures également sur le plan écosystémique et biosphérique. En tout cas, ici, nous avons le lien avec l'aromathérapie anti-infectieuse en médecine humaine et j'ajoute également vétérinaire. Suivante. Alors, on a 4 grandes voies pour la biosynthèse des composés. La voie de l'acétylcoenzymat, la voie du pyruvoate, la voie du phosphoénolpyruvate et la voie de ce qu'on appelle érythrityle 4-phosphate. Et toutes ces voies vont aboutir à énormément de composés, mais ceux qui vont nous intéresser plus particulièrement dans notre pratique médicale, c'est ici la voie des monoterpènes et bien sûr qui aboutira même au sesquiterpène, alors diterpène également. Ici, on trouve une voie qui aboutit au sesquiterpène et plus tard au triterpénoïde, mais là, on sort de l'aromathérapie. Et bien sûr, on a la voie des phénylpropanoïdes. Suivante. Alors, donc, on montre ici que ces composés volatiles sont synthétisés au niveau pratiquement de tout ce qui est foliaire. Et on voit que ça va passer par des systèmes extrêmement complexes et on va aboutir à différents processus de défense. À nouveau ici, on trouve la défense contre les pathogènes. Mais il faut comprendre que les processus de défense sont extrêmement complexes et que ça passe effectivement par l'expression au niveau des gènes. Donc tout est contrôlé pour ces molécules aromatiques par l'expression génique. C'est très important de se souvenir de ces processus qui sont quand même des découvertes relativement récentes. Suivante. Alors, se pose à nous une question brûlante. Alors finalement, qu'est-ce qui permet de caractériser une plante comme appartenant à la catégorie des plantes aromatiques ou plantes à sécrétion essentielle? Qui peut répondre à cette question fondamentale? Suivante. C'est au moment où se met en place une véritable révolution que la voie aromatique va faire son apparition sur notre Terre, qui ne sera plus jamais pareil qu'avant cet événement qui fut majeur pour la biosphère. Je vous laisse le temps de la réflexion et nous découvrirons demain la réponse à cette interrogation lors de l'exposé au sujet de l'autre approche des huiles essentielles dans leur approche selon le versant énergétique et subtil. Alors là, on a trouvé qu'il était important de resituer les molécules aromatiques par rapport à tout ce qu'on appelle le métabolisme secondaire des plantes. Et on va donc trouver que c'est tout. Bien sûr, cette partie aromatique, c'est une toute petite partie en comparaison de l'immensité des autres constituants des plantes. Alors, pour celles et ceux qui se plaignent de la difficulté qu'ils ont d'apprendre la biochimie aromatique,
si vous vous dites que s'il fallait apprendre toute la phytochimie de l'ensemble du métabolisme secondaire, bah, pratiquement, ce sera multiplié par 100. Donc finalement, soyez rassurés, on est quand même très gentil avec vous. Suivante. Je ne sais pas si tu nous rassures, Daniel, mais… Non, mais tu sais, tout est comparatif. Quand tu mets ta main dans de l'eau glacée et après dans de l'eau tiède, bah, l'eau tiède va te paraître bien chaude, hein, ou vice-versa. Ah oui, d'accord. Avec cette vision-là, je comprends mieux. Merci. Voilà. Alors, là, c'est important de comprendre que la plante, c'est quelque chose de vivant et que la sécrétion aromatique, c'est quelque chose qui évolue en permanence entre le matin, la fin de la matinée, l'après-midi, le soir, la nuit, ça bouge en permanence. Donc, ce qu'on a dans un flacon, on va dire, c'est un instantané photographique. On est bien obligé à un moment donné de prendre une décision, mais comprenez bien que c'est quelque chose qui est un écosystème. J'insiste beaucoup là-dessus, puisqu'en fait, nous sommes aussi un écosystème et qu'au final, on a, avec cette huile essentielle que nous utilisons, une interaction entre un écosystème extrêmement évolué en provenance du végétal et l'écosystème que nous représentons nous-mêmes. Et en particulier, plus la plante doit lutter contre les stress, plus elle s'enrichit en principes actifs. Donc, une plante qu'on cultive bien gentiment sur un petit territoire, bien protégé, et une plante qu'on va chercher à très haut dans la montagne, comme David, que tu as été chercher une lavande qui pousse à 1800 mètres, eh ben, on peut, non, mais enfin, tu l'as dégoté. Ben, quand on l'a respiré, c'était tellement incroyable comme expérience. On se demandait si c'était même de la lavande, parce que bon, celle qu'on a, même si elle est très bonne à 600 mètres, à 700 mètres, à 800 mètres, comparée à celle de 1800 mètres, c'est un autre univers. Donc là, je peux vous dire qu'effectivement, à 1800 mètres, imaginez les stress qu'elle va subir. Et les stress ne sont pas que des stress abiotiques, comme on a décrit ici, mais suivantes, également des stress qui proviennent des attaques. Parce que quand la plante elle est attaquée par les microbiotes, hein, que ce soit au niveau des racines ou au niveau des feuilles, vous voyez qu'ici, elle va augmenter énormément des nouvelles molécules, des nouveaux métabolites, bien sûr, y compris aussi les molécules aromatiques que l'on retrouvera dans nos fameuses huiles essentielles. Suivante. Alors, là, on revoit un petit peu. Non, on a été trop vite. Tout ce qui concerne le métabolisme primaire, bah, c'est ce qui nous permet d'avoir en particulier des glucides, des lipides et des protides pour nous nourrir. Et puis après, tout le reste, c'est effectivement le domaine de la défense, de la protection, de la communication, de l'amour, tout ce qu'on peut imaginer dans une vie normale, que ce soit une plante, un animal ou un humain, nous sommes tous faits pareil. Et là, on voit effectivement ce sur quoi on va insister beaucoup, c'est-à-dire l'invasion des pathogènes qui va donner ces molécules aromatiques et également les composés qui sont des composés phénoliques. Suivante. Alors, on a effectivement affaire à des attaques. Ces attaques, elles peuvent provenir d'un monde considéré comme vivant ou d'un monde qui n'est pas vivant. Dans le monde vivant, on fait la différence entre des eucaryotes, je vous ai mis les parasites, les protozoaires, par exemple pour la malaria, et puis les champignons, hein, par exemple les candidats, et puis bien sûr ce monde immense des prokaryotes, qui est le monde auquel appartiennent les bactéries. Ensuite, on en parle beaucoup en ce moment, c'est le monde non vivant avec les virus et également les prions. Suivante. Alors, on se trouve avec cette lutte entre la France et l'Angleterre. Vous vous rappelez, messieurs les Anglais tiraient les premiers. Bon, cette fois-ci, on ne va pas se faire avoir. Alors, à la même époque, on a Fleming avec sa découverte de l'amoxicilline en 1928. Alors là, je vous ai mis des petites images un peu amusantes, mais plutôt du domaine vétérinaire, parce que ça suffit de leur faire bouffer des antibiotiques. C'est ce qu'on appelle des déviations, des déviances de l'utilisation d'une découverte qui, par ailleurs, est quand même extrêmement intéressante et importante, même si elle ne doit pas occuper l'exclusivité du tableau de la lutte anti-infectieuse. Et puis, on a le père de l'aromathérapie, René Maurice Gattefossé, avec évidemment la distillation et l'obtention des huiles essentielles. Pareil, les applications en médecine vétérinaire sont absolument extraordinaires, parce que là, au moins, on ne va pas nous parler de placebo. Et puis, cette lutte entre les Français et les Anglais, c'est vrai qu'elle a tourné, bien sûr, au profit du côté anglais avec le développement de la production en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale massivement donc, des antibiotiques. Et puis maintenant, on commence à récolter un petit peu le revers de la médaille. Et c'est pourquoi les huiles essentielles sont en train d'être extraordinairement développées absolument partout dans le monde. Suivante.
Alors, les fondements scientifiques, le côté des applications médicales des huiles essentielles, ont trouvé un nouveau départ à partir de la publication de ce fameux livre, l'aromathérapie exactement, en 1990, avec bien sûr Pierre Francôme pour toute la partie scientifique que vous voyez ici à gauche, et puis moi-même, votre serviteur du côté droit. Suivante. Alors, Pierre Francôme a eu le génie de classer les molécules aromatiques en tenant compte de leur côté polaire-apolaire, c'est-à-dire de leur affinité vis-à-vis de l'eau. Et également, il a découvert le moyen technique de mettre en valeur, en évidence et de prouver que ces molécules sont porteuses de charges électriques, soit positives, soit négatives, qu'il a pu précisément quantifier, ce qui est la marque, bien sûr, de toute découverte scientifique. Et alors, si je vous ai montré que ce qu'il a découvert, c'est utiliser pour classifier les acides aminés, domaine que Magali Pénoël adore particulièrement, elle aura l'occasion de vous en parler à l'occasion. Et vous avez ici ce sur quoi je vais insister, c'est-à-dire des gens qui se sont permis de faire des amalgames entre la découverte de Pierre Francôme et ce qu'avait découvert Louis-Claude Vincent et qu'on appelle la bioélectronique. Alors, si on devait avoir des RH2 à 0 ou à 42 et des pH à 0 ou à 7, comme le voudrait le dire ce tableau complètement faussé, je peux vous dire que moi, ça ferait longtemps que je mangerais les pissenlits par la racine. Parce qu'un pH à 14 et un RH2, comme il est montré ici, à 42, je serais totalement oxydé, totalement alcanisé. Ce qui n'est vraiment pas le cas de ce que font les huiles essentielles. Donc, rassurez-vous, quand vous voyez ce genre de tableau, s'il vous plaît, je vous encourage, ayez l'esprit critique. Ne vous laissez pas abuser par des livres, même écrits par des gens qui sont pharmaciens et qui finalement ont commis des erreurs extrêmement graves. Mais ça, ce n'est pas une erreur de M. Pierre Francôme ni de moi-même. Donc, c'est important qu'à l'occasion de ce congrès, je puisse pour la première fois l'exprimer et le relever. Suivante. Merci de nous éclairer à ce sujet-là. On a bien compris. Oui, ça manquait. Hein. Oui, non, mais merci bien. Voilà, alors s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. David revient. Alors, on va donc se focaliser sur des choses très intéressantes concernant la pathologie infectieuse. On va faire des petits rappels sur des choses qui sont plus ou moins connues, et puis on va aborder des choses qui sont moins connues, à savoir tout ce qui concerne le biofilm bactérien et les réponses moléculaires aromatiques. Alors là, on vous fait un petit rappel des possibilités d'agir au niveau de cette bactérie. Donc là, on l'a mis en français, altération de la membrane plastique, altération de la paroi bactérienne, altération des protéines membranaires, coagulation du cytoplasme, fuite des composants du cytoplasme et déplétion de la force protomotrice. Okay. Alors, ici, on a été beaucoup plus loin dans les explications, donc vous pourrez les détailler de 1 jusqu'à 8. Et ce qui est important, c'est de voir ici le côté de l'action vis-à-vis du biofilm. C'est-à-dire, c'est en détail le numéro 9. En anglais, on appelle ça le quorum quenching. On va donc intervenir sur cette capacité qu'ont les bactéries de discuter entre elles, de discuter de bout de gras, hein, comme on serait au bistrot à refaire le monde à Marseille devant un pastis, hein, c'est très aromatique. Et puis, faisant ça, les bactéries vont finalement arriver à créer une espèce de film continu qui est extrêmement dangereux parce qu'elles vont totalement se protéger. Et en particulier, vous devez le savoir, chers amis naturopathes, et pour les autres aussi, que les antibiotiques n'ont pas la capacité d'attaquer le biofilm. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir si nous, avec nos molécules aromatiques, et bien sûr, toutes ces richesses du monde végétal, on va pouvoir attaquer ce biofilm pour ensuite attaquer directement la bactérie, comme vous avez vu ici, avec les différents modes d'action. Voilà la question posée. Alors, suivante. Alors, ici, on montre un petit rappel. C'est des tests qu'on fait in vitro hein, sur les boîtes de pétri. Donc, on voit avec l'inhibition comment les antibiotiques agissent, l'ofloxacine, la gentamicine, la colistine. Cassia, ça représente la cannelle de Chine. Là, vous avez le titri. Là, vous avez le thym. Ici, on voit le baume du Pérou. Alors, attention, le baume du Pérou, hein, hyper allergénique, mais enfin, on l'a testé, c'est pas grave sur la bactérie, on s'en fiche. Là, on a le clou de girofle, et puis là, on a au niveau de la lavande. Oui, au niveau de la lavande, l'action n'est pas forcément évidente vis-à-vis notamment d'un thiocyanique, qui est une bactérie extrêmement résistante. Suivante. Alors là, je vous ai mis effectivement des belles photos sur des biofilms. Voilà. Donc là, on voit très bien les différents biofilms qui se forment avec ces différentes bactéries. Là, on le voit bien ici au milieu et on voit très, très bien à droite. C'est la raison pour laquelle on comprend mieux que même des huiles essentielles qui ne manifestent pas d'action majeure,
testés en boîte de pétri sont utiles et même essentiels dans la pratique clinique, car les biofilms sont la réalité la plus courante au sein des organismes vivants. Donc, c'est vraiment important de mettre en évidence cette différence et d'ajouter de l'eau à notre moulin par rapport à notre pratique clinique qui va se trouver bien renforcée par rapport aux tests qu'on peut faire sur les boîtes de pétri avec les hermatogrammes. Suivante. Alors, j'ai été intéressé de faire une petite recherche par rapport à la cancérologie, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que les biofilms bactériens vont jouer un rôle majeur dans l'initiation et dans la promotion de la tumérogénèse et finalement de l'apparition des carcinomes. Donc ici, vous avez des explications assez complètes, mais c'est vraiment important de se rendre compte que c'est toujours à cause de la formation du biofilm qui va se faire sur la muqueuse du côlon ou du rectum qu'il y aura une aggravation et une activation et une accélération de la carcinogénèse. Vous pourrez étudier bien sûr ce processus plus en détail. Au passage, on note l'importance des fameux TH17 dans les processus inflammatoires. On retrouve toujours cette espèce de conjugaison, on va dire un peu démoniaque, entre l'inflammation et l'infection. Les deux vont absolument de pair et on y insistera encore beaucoup plus. Suivante. Alors, on va faire ce petit résumé. L'organisation des communautés bactériennes en biofilm, structure partielle d'ordre supérieur des espèces bactériennes, peut être nécessaire pour l'initiation du cancer colorectal induit par les bactéries. L'interaction de l'épithélium intestinal avec le microbiote dépend fortement de la nature de l'organisation spatiale des communautés bactériennes. Les biofilms bactériens pourraient agir comme des facteurs de déclenchement direct contribuant au cancer colorectal. Donc j'insiste vraiment sur le côté déclenchement. Le biofilm confère des propriétés hautement invasives aux bactéries opportunistes et un potentiel de promotion des tumeurs putatives. Dans les modèles expérimentaux, les populations microbiennes de biofilms peuvent altérer de manière significative la fonction de la barrière épithéliale intestinale, modifier le métabolisme des polyamines affectant la prolifération cellulaire. Pensez aux nitrites qu'on met dans les charcuteries, on en parle quand même pas mal en ce moment. Accroître les réponses pro-inflammatoires, les TH17, pro-oncogènes et exacerber la dysbiose intestinale. La capacité invasive et de coagrégation du microbiote peut être essentielle pour la tumorigénèse du côlon, favorisée par le biofilm. Suivante. Alors, ici, on a trouvé par exemple l'explication de l'action de l'huile essentielle extraite du gingembre. Donc, on voit que ce qui est très intéressant, on voit ici les composés du gingembre, ils ont été symbolisés par ces petites boules marron. Et on voit donc ces actions multiples au niveau de la bactérie. On va avoir au niveau de la paroi bactérienne, au niveau de la membrane de la bactérie. On va avoir l'inhibition au niveau du cycle de Krebs, une action au niveau du mésosome. On va avoir au niveau du ribosome. On va avoir également au niveau du nucléotide. Donc tout ça, ça montre l'hypercomplexité et surtout on voit la capacité de pénétration de ces molécules aromatiques qui sont toutes petites à travers la paroi et à travers la membrane, ce qui est quand même extrêmement important. On s'aperçoit qu'on a une action qui va être à la fois bactériostatique, bactéricide et même bactériolytique. Suivante. Alors là, on a effectivement la visualisation des capacités des molécules aromatiques et des huiles essentielles de disperser ce fameux biofilm bactérien. Donc, ce sont des vues au microscope électronique. Aussi, au niveau du A, donc, il n'y a pas eu de traitement. Au niveau du B et au niveau du C, on a mis des extraits de propolis. Et là, on a mis des extraits de propolis qui ont été micronisés. De toute façon, on se rend compte qu'on a effectivement la rupture de ce film, et c'est ce qui est important de comprendre, parce que tant que le film est dense et compact, à ce moment-là, l'action est très difficile. À partir du moment où on a commencé à l'impacter pour le dissoudre, l'action peut effectivement se faire de manière très efficace. Qu'est-ce que c'est que la propolis? C'est tout simplement ce que les abeilles vont récolter sur les bourgeons, notamment au printemps, à cette saison, et ces sécrétions résineuses sont bourrées de molécules aromatiques, et c'est pour ça que j'ai voulu choisir cet exemple, pour montrer que les abeilles ne sont pas bêtes et qu'elles font de l'aromathérapie depuis des dizaines et des dizaines de millions d'années, bien avant que Gad Fawcett soit apparu sur la biosphère. Suivante. Daniel, est-ce que tu peux réexpliquer en quelques mots ce qu'est le biofilm pour être sûr que tout le monde comprenne bien l'action des molécules aromatiques sur le biofilm, s'il te plaît? Voilà. Alors, quand on teste une bactérie sur la boîte de pétri, elle est toute seule.
quand on est dans le vivant, la bactérie, elle est comme nous, êtres humains. Tu sais, quand on est dans le métro à Paris, tu ne te vois pas toute seule dans le métro à Paris, hein. À 6 heures du soir, les gens ils sont agglomérés les uns avec les autres. Eh bien, le biofilm, c'est exactement la même chose. C'est une bactérie qui discute avec une autre et avec une autre, et elles échangent des informations et elles décident de quelque part se conglomérer entre elles, s'agglomérer entre elles et faire quelque chose qui devient extrêmement compact. Et donc, c'est cette compacité qui va former un problème. Or, cette compacité sur les aromatogrammes habituels, on ne va pas s'en rendre compte, mais dans le vivant, tiens, pense par exemple à la fameuse plaque dentaire. Hein, quand tu vas chez ton dentiste, il va te dire, ben là, il y a un problème de plaque, il faut détartrer, il faut dissoudre cette plaque, parce que c'est derrière cette plaque que les processus de destruction de la gencive, ce qu'on appelle la piorrhée alvéolo-dentaire et finalement la parodontose, qui est un problème énorme. Et quand on sait les répercussions de la pathologie infectieuse buccale, non seulement sur le plan de la bouche elle-même, mais y compris sur l'ensemble de l'organisme et même en pathologie cardiovasculaire, on se rend compte de l'intérêt d'attaquer ce fameux biofilm. Est-ce que c'est un peu clair ? Oui, je pense que c'est beaucoup plus clair. Je te remercie. Voilà, hein, on va essayer de trouver toujours des comparaisons, des exemples, des analogies, des métaphores, des allégories et des symboles. C'est ma façon d'enseigner. Alors ici, on voit à quel point ça peut être grave, puisqu'on a un cathéter, et dans ce cathéter s'est formé un biofilm. Si avec une petite bactérie qui se balade, ce ne serait pas grave, mais comme elles sont des milliards et qu'elles communiquent entre elles et qu'elles s'unissent, qu'elles font des ponts entre elles, c'est ça qui va poser le problème et qui va finalement apporter la destruction du matériel, qui peut être le matériel chirurgical ou bien sûr également les tissus de l'organisme humain. Donc, les biofilms sont une forme de couverture collante faite par les bactéries. Alors, vous, en naturopathie, vous parlez beaucoup des fameuses colles, hein. Cette mucotoxicose, elle est aussi liée aux problèmes infectieux. Donc, on s'aperçoit que finalement, les découvertes modernes de l'infectiologie et les découvertes millénaires des naturopathes, et merci M. Marchessault quand même, elles se rejoignent absolument en pleine complémentarité. Et donc, elles vont faire un système d'encapsulation et ça va créer des conditions chroniques de maladie et même de fatigue. Et l'Institut américain estime que 80% des infections microbiennes du corps humain sont causées ou provoquées ou entretenues à cause du biofilm, ce qui crée des conditions chroniques. Donc, à chaque fois, chers amis naturopathes, que vous avez affaire à ces patientes et ces patients qui traînent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans avec leur fatigue chronique et qui finalement n'ont pas trouvé de solution, vous allez penser à mettre en place un programme très profond, très complet, de manière non seulement à lutter par rapport à cette inflammation de bas grade, mais également à l'infection de bas grade. C'est une notion essentielle. Je sais que vous en êtes déjà consciente et conscient, mais maintenant, de pouvoir apporter à vos patientes et vos patients la preuve de cet état vis-à-vis desquels non seulement les antibiotiques n'ont pas d'action, mais finalement, il ne faut que compliquer les choses. Je crois que pour vous, ce sont des arguments clés qui vous serviront dans toutes vos consultations suivantes. Le grave problème de la formation des biofilms, contre lesquels les antibiotiques n'agissent pas et même ils aggravent la situation, ce sont donc les états infectieux chroniques. Suivante. Alors, on va citer par exemple cystic fibrosis, ça vient de l'anglais, ça veut dire la mucoviscidose. On trouve la même chose dans la tuberculose. On a parlé des parodontopathies, les sinusites chroniques, les maladies cardiovasculaires. On ne sait pas assez, mais ça joue également un rôle très important. L'ensemble des troubles digestifs, bien sûr, les candidoses, le reflux gastro-œsophagien, les bactérioses pathogènes de l'intestin grêle, les syndromes inflammatoires de l'intestin, les colites ulcéreuses et les problèmes parasitaires. Et encore, c'est un petit nombre parmi une immense diversité. Alors, ici, on a donc encore un mode d'action vis-à-vis de ce biofilm. Les bactéries ici sont Listeria monocytogenes et Escherichia coli, conformées des biofilms. Et on a fait des microscopies électroniques. Alors là, on a donc le contrôle sur la partie A. Ici, on voit dans la partie B l'action de l'huile essentielle de thym. Et ici, dans la partie C, on voit également l'action. Cette fois-ci, on a testé le thymol sur donc, le C et sur le D. Suivante. Alors, donc ici, on voit encore des autres huiles essentielles qui ont été testées. A et B, ce sont les contrôles, donc il n'y a aucune huile essentielle qui est utilisée. Au niveau de C, on a l'action de la marjolaine, très belle huile essentielle, à 1,6 mg par millilitre. Ici, on a testé le terpinol 4 sur le D. Et ensuite, on voit l'huile essentielle de thym sur le E et sur le F. Suivante.
Donc maintenant, on a testé l'Listeria et le Pseudomonas. Et on a également le A et le B qui sont les contrôles. On voit l'action de la marjolaine et l'action du terpinol 4 sur le D et le C et le D. Suivante. Introduire la notion des biofilms permet de construire des synergies aromatiques qui dépassent le strict cadre des tests in vitro, c'est-à-dire des aromatogrammes, notamment pour soigner les pathologies chroniques. Suivante. Les molécules classiques que sont bien sûr le thymol, le carbacrol, le génol, l'aldéhyde cinnamique confirment que l'action antibactérienne directe se combine à l'action contre le biofilm. Donc là, on a une nouvelle, je dirais, notion avec cette fois-ci une action qui va être indirectement pour dissoudre le biofilm. Et ensuite, vous le savez, l'action de l'acidification qui est très importante puisqu'à pH acide, les bactéries pathogènes ne peuvent pas se multiplier, comme nous le montre bien la bioélectronique de Louis-Claude Vincent. Et ensuite, bien sûr, l'action directe qu'exerceront ces molécules à l'encontre des bactéries, comme on a décrit les mécanismes précédemment. Je confirme que le menthol et le terpinol 4 se révèlent extrêmement actifs, puisqu'on a pu tester bien sûr spécifiquement. Bien des molécules aromatiques qui ne sont pas très actives ou même pas actives directement contre les bactéries individuellement jouent néanmoins un rôle important contre le biofilm. Par exemple, cette fameuse molécule de 1,8-cinéol qui fait partie des oxydes et de nombreuses molécules de la famille des monoterpènes. Normalement, les monoterpènes ne sortent jamais quand on les teste sur les aromatogrammes, c'est-à-dire sur des bactéries isolées des tissus vivants. On s'aperçoit qu'elles s'avèrent actives contre le biofilm et donc qu'elles agissent en synergie avec les molécules aromatiques classiques en pathologie anti-infectieuse bactérienne. Suivante. Alors, pratique clinique de l'aromathérapie selon l'école française. Priorité donnée à la connaissance moléculaire dans le cadre de la classification basée sur les groupes fonctionnels et sur les structures hydrocarbonées auxquelles ils sont reliés. J'insiste sur ce point-là parce que assez récemment, on a vu une espèce de courant qui s'est créé dans le domaine de l'aromathérapie en disant non, ce qui compte, c'est le totem. On commence à s'évader dans des perceptions qui ont effectivement leur rôle à jouer dans l'olfactothérapie, on en parlera demain. Mais quand on est dans la lutte anti-infectieuse et notamment dans la lutte antibactérienne, nous sommes obligés de revenir à des notions extrêmement phytochimiques et les connaissances de chimie organique sont indispensables. Et donc, c'est le fait d'avoir un groupe fonctionnel qui va s'attacher sur une structure hydrocarbonée à courte chaîne, c'est-à-dire à dicarbone. C'est grâce à ça que nous avons une action à l'encontre des envahisseurs bactériens. Suivante. Pour le praticien naturopathe, la connaissance de l'aromathérapie scientifique et médicale représente un atout sérieux, en particulier dans le contexte de la prise en charge de situations où, de manière directe ou de manière sous-jacente et souvent cachée, il existe un terrain infecté de manière chronique. Dans ces cas, il faut intégrer le facteur temporalité et surtout savoir agir avec une grande progressivité à très petits pas. Cet élément de précaution, il est donné dans le livre sur le code de la sécurité aromatique que David vous a présenté mercredi lors de sa présentation. Et donc, vous allez vous y reporter. Mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que vous connaissez tous les fameuses réactions d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'on attaque effectivement la bactérie, que ce soit par des antibiotiques ou par des molécules aromatiques. Et quand la bactérie libère ces toxines qui ont été incluses à l'intérieur de son cytoplasme, on va avoir parfois des grosses réactions. Et si on peut les éviter, je pense que c'est beaucoup mieux pour le naturopathe, pour le médecin et surtout pour la patiente ou le patient. Suivante. Alors, on a les infections patentes aiguës, les infections patentes chroniques, les infections latentes ayant des répercussions multiples sur tous les systèmes, y compris sur le psychisme, à cause du fameux deuxième cerveau, c'est-à-dire l'intestin. Suivante. Dans ces processus infectieux bactériens et mycosiques, la stratégie allopathique, sauf dans des cas très spécifiques, reposant exclusivement sur la chimiothérapie antibiotique ou antimycosique, s'avère source de nombreuses problématiques, tant sur le plan des résistances des souches que sur celui de la perturbation des écosystèmes et des répercussions immunologiques, j'y insiste beaucoup, favorisant l'éclosion et l'installation des pathologies de nature allergique et auto-immune. Suivante. Disposer de la connaissance scientifique au sujet des huiles essentielles est nécessaire et indispensable. Mais la question se pose de savoir si on doit se restreindre à cette approche moléculaire de manière exclusive ou s'il n'existe pas une autre approche. C'est le sujet du thème qui sera abordé demain. Alors maintenant, on va passer à des exemples cliniques. Je suis désolé, on a gardé le portugais parce que j'ai fait cette présentation en 2013 au Brésil, mais vous savez, le brésilien, et puis nous avons notre ami italien, c'est quand même pas si difficile pour nous qui sommes des latinophones.
Alors ici, j'ai visité donc une ferme et David, tu vas mettre la flèche laser là, pour montrer la patte de la vache à l'arrière. Là. Oui. Là, tu vois là, ici la patte là. Amène le laser là. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Alors moi, je me suis glissé avec C'est mon bon, appareil on photo. l'a vu, Daniel. Vous l'avez vu. Alors je me glisse avec mon appareil photo, comme tout bon aromathérapeute. Vous avez toujours votre appareil photo avec vous, parce que quand vous avez la guérison, c'est dommage. Vous dites mince, j'ai pas fait la photo avant la guérison, d'accord? Et donc, on va la voir de gros. Vas-y, change la diapo. Et voilà cette pâte. Alors, vous savez, c'est une ferme qui est quand même une ferme en biodynamie. Alors, elle n'est pas toxémique, ma vache. Malgré tout, elle a été mordue par la chienne. Et là, elle a une plaie, et la plaie ne veut pas cicatriser. Alors, le bon aromathérapeute, il a sa veste d'urgence, hein, comme vous m'avez tous vu sur scène, et vous me verrez l'année prochaine dans le Sud, si ça peut avoir lieu. Et puis, j'ai constitué donc tout simplement un petit mélange avec les huiles essentielles, notamment riches en cétone. Comme vous le savez, ce sont les meilleurs cicatrisants. Et puis, un peu d'huile type calophylle, inophile. Et on a mis ça sur une compresse. Et puis, la semaine d'après, je suis revenu avec mon appareil photo. Et suivante, eh ben, en une semaine, cette plaie qui traînait depuis des semaines et des semaines a totalement cicatrisé. Merci l'aromathérapie. Suivante. Alors là, c'est très intéressant pour nos amis naturopathes parce que quelque part, on pourrait se dire, bon, ici, on a effectivement une cheville extrêmement et gravement infectée. Et alors, chers amis naturopathes, alors je posais la question à nos amis qui sont là devant, avec qui je dialogue, quand on voit comme ça une plaie qui arrive, est-ce qu'on a tout de suite envie de la cicatriser ou est-ce qu'on ne doit pas se poser en tant que naturopathe certaines questions? Je vous pose la question à tous les deux. Alors, on doit se poser certaines questions. D'un point de vue médico-légal, on doit l'envoyer vers un confrère médecin déjà. Je sais que ce n'était pas ça que tu voulais m'entendre dire, mais je dis quand même. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais je sais que dans ton syndicat, tu as des médecins. Dans ton syndicat, tu as des médecins aussi. C'est pour ça que je pose aussi la question. Non, mais c'est pour ça qu'un médecin naturo, je pense qu'il se poserait une question d'abord pour savoir si on doit intervenir tout de suite ou pas. Voilà, c'est ça la problématique. Cosimo, tu es d'accord? Non, il n'est pas là peut-être. Absolument, oui, je suis là, absolument. On peut bien sûr intervenir d'autre façon, mais d'abord, il me faut le diagnostic du médecin. Qu'est-ce qu'il a dit le médecin avant de pouvoir moi-même intervenir et qu'est-ce qu'il va faire? Ça va de Alors, le problème, c'est que le médecin allopathe, il va considérer ça comme, on va, entre guillemets, une plaie. Et pour nous, ce qui va compter, ça va être effectivement toute l'histoire qui a précédé et de faire le lien historique dans la temporalité. Donc là, je suis au mois de septembre quand elle vient me consulter et je lui pose quelques questions. Alors, elle me dit qu'au mois de janvier, elle a commencé à faire une première angine. Elle a vu son médecin, allopathe, elle a pris ses antibiotiques. L'angine est rentrée dans l'ordre. Un mois plus tard, elle refait encore une angine. Elle retourne vers le médecin allopathe, il redonne des antibiotiques. L'angine rentre dans l'ordre, en apparence. Et 2 mois après, elle refait encore une angine. Elle retourne vers le médecin allopathe, lequel redonne encore des antibiotiques. Et apparemment, l'angine est terminée. Et puis le mois suivant, c'est fini, c'est plus dans la gorge, mais ça tombe plus bas. Et cette fois-ci, elle fait une bronchite un peu sérieuse, bien infectée, retourne vers le médecin allopathe, qui redonne des antibiotiques, qui, entre guillemets, guérit sa bronchite. Donc tout ça, ça nous amène jusqu'à fin avril. Et ensuite, elle s'en va en Tunisie aux vacances d'été. Et puis là-bas, elle s'est fait une petite écorchure, quelque chose de 3 fois rien. Et cette petite écorchure s'est mise à grandir, à grossir, à s'approfondir, à s'élargir. Et quand elle vient voir, heureusement qu'elle est venue cette fois-ci, voilà donc l'état de la situation. Alors, en fait, on ne se trouve pas du tout devant, on va dire, un problème externe, comme dans le cas de la patte arrière de notre vache. On se trouve dans le cadre d'un processus que tout naturopathe connaît parfaitement, à savoir que l'organisme de notre patiente a trouvé la possibilité d'évacuer tout ce qui avait été, on va dire, réfréné et intempestivement rentré à l'intérieur afin de lui sauver la vie. C'est-à-dire, si je suis aromathérapeute et si je ne suis pas formé à la pensée naturopathique, je risque de commettre une erreur gravissime en faisant la même chose que j'ai fait sur la patte de la vache, avec une compresse imprégnée d'huile essentielle parfaitement cicatrisante. Ça va marcher. Et en faisant ça, c'est un acte criminel, même si je le fais avec des produits naturels. Est-ce que vous pigez bien la différence ? Oui, tu confirmes bien que sans connaître l'histoire de la maladie ou l'histoire de la plaie, en l'occurrence, on peut faire une grosse erreur de constat et aller complètement à côté, quitte à même à provoquer un gros souci derrière.
Voilà, c'est ça, parce que c'est pas le fait de dire j'utilise des huiles essentielles. À la limite, à ce stade-là, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est avoir effectivement un diagnostic médical et que ce diagnostic médical se double d'un diagnostic naturopathique. Alors, je dis le mot diagnostic, prenez-le comme vous voulez, mais c'est une autre forme de raisonnement. Et que ce diagnostic naturopathique, ou cette évaluation naturopathique, vienne être complétée par un bilan énergétique. On verra l'importance dans la suite de l'histoire. Alors, on va continuer. Là, je vous ai fait une photo sur le cratère central. Hein, c'est presque l'Etna, hein, qui est en ce moment en train de bouger en Sicile. Un petit clin d'œil à mon ami d'Italie. La suivante. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un prélèvement. Et au niveau de ce prélèvement, on va découvrir non pas une bactérie, non pas deux bactéries, mais 3 bactéries. Alors, lequel d'entre vous deux va me donner le nom des bactéries qu'on va trouver sur cette soi-disant plaie? Moi, Oui, staphylocoque, ça va de soi. On est sur la peau. La deuxième. Sachant qu'au départ, il y a eu 3 angines. Sachant qu'au départ, il y a eu 3 angines. La pneumona. Non, parce qu'au niveau de la gorge, là, dans les 3 angines, il faut penser à une angine méchante. Ah oui, d'accord. Laïla, elle propose streptocoque. Oui, gagné. Allez, on a déjà les 3/4 des points. Et puis, comme en fait, tout ça, c'est en lien avec la dysbiose intestinale, qu'est-ce qu'on a tous dans l'intestin? Le colis. Ah, colibacille. Et voilà, vous avez gagné. Donc, vous imaginez cette pauvre jeune fille. On était 80 quand même, hein, Daniel. Hein, ouais, c'est bon. Imaginez cette pauvre jeune fille qui se retrouve avec du staphylocoque, du streptocoque et du colibacille. Donc, à ce moment-là, je fais faire bien sûr l'armatogramme. Mais la chose la plus importante, c'est que je ne vais surtout pas utiliser d'huile essentielle. Ces huiles essentielles seront utilisées par la voie interne. Parce que pour moi, ce qui va compter, c'est d'agir sur la dysbiose intestinale. Ici, on la voit sur la terrasse de mon cabinet à l'époque, à Brunois. On fait une petite douche avec de l'ozone pour désinfecter la pullulation bactérienne. Fais la suivante. Et alors, il faut que je vous montre quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que mon ami italien s'intéresse à la médecine chinoise? Pas trop, mais j'ai quelques notions. Bon, écoute, c'est très simple parce que si tu regardes, fais le laser là, exactement ici. Je connais bien l'intestin grêle 4, vous savez. Voilà, gros intestin 4, exactement, on le voit ici. Or, ça montre que pendant le travail que je suis en train de faire avec, bien sûr, la prise, voilà, c'est le gros GI4 exactement. C'est-à-dire ce que les Chinois ont décrit il y a des milliers d'années, je suis en train de le vivre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu qu'au départ, on a eu une infection à streptocoque. Bien que les médecins nous parlent sans arrêt de bien connaître les bactéries, c'est très rare qu'ils fassent des prélèvements. Et ce qu'on voit ici, ce sont des réactions de type érysipèle. Et on sait que l'érysipèle, c'est une réaction de nature immunologique. Et cette réaction immunologique, en médecine énergétique, elle ne va pas se produire n'importe où, mais sur le fameux GI4. Mais il y a encore plus fort. Suivante, David. Eh bien, ici, vous voyez l'autre pied, ce n'est pas celui qui est malade. Amène-nous le laser ici. Ici, on voit la même réaction érysipyloïde se former au niveau du trajet. Et ce trajet-là, c'est le méridien rate-pancréas que je vous ai montré ici sur le mannequin chinois. Or, c'est le méridien qui est lié à la gynécologie. Alors maintenant, je vous fais une prospective qui, heureusement, ne s'est pas produite. Imaginons qu'on ait cicatrisé de manière abrupte et de manière artificielle, sans permettre l'évacuation des toxines, la soi-disant plaie. Eh bien, si 20 ans plus tard, elle avait fait une grave pathologie au niveau des ovaires, des trompes ou de l'utérus, quel médecin aurait pu avoir l'idée de rattacher cette maladie au niveau de l'appareil génital par rapport à, d'une part, ce qui s'était passé lorsqu'elle a eu ses soins aux antibiotiques, et d'autre part, ce qui aurait pu se passer si elle avait consulté un thérapeute, qui soit allopathe ou qui soit aromathérapeute, mais non formé à la médecine naturelle, et qui aurait fermé intempestivement et d'une manière, je dirais, entre guillemets, mais presque réelle, criminelle, ce qui n'était pas une plaie en réalité. Vous voyez que ça va très loin. Suivante. Et là, maintenant, vous voyez qu'après 1 mois de travail, on n'a pas touché, à part ces soins de désinfection et un peu d'eau florale, mais on n'a surtout pas cherché à cicatriser. Donc, la parfaite cicatrisation de cette problématique extrêmement difficile et extrêmement instructive pour nous toutes et nous tous. Non, il y a encore une… Non, c'est ça. Voilà. Alors, bon. Donc là, pour aujourd'hui,
on a terminé la présentation et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Donc, ce qui veut dire que tu nous conseilles de poser suffisamment de questions et on le sait en naturopathie, mais merci au docteur Penel de nous le rappeler. Il faut qu'on puisse poser des questions sur l'histoire et sur les antécédents de la personne. Comme le disait Daniel, 20 ans plus tard, si jamais on avait eu un pépin gynécologique chez cette personne, on n'aurait peut-être pas imaginé la première angine 20 ans avant et la difficulté à ce niveau-là. Bien entendu, c'est compliqué pour nous non médecins, Daniel, mais c'est pour ça qu'on a des médecins orientation naturelle qui nous entourent et nous, au syndicat, on vous encourage à continuer à vous entourer de médecins orientation naturelle parce que oui, tout ce qui est analyse sur prélèvement, nous, en tant que naturopathe, on est coincés, mais vous, médecins, vous pouvez le faire et nous accompagner. Si nous, on a le pif, on va dire, on peut très bien vous dire qu'on a eu le pif et derrière, un médecin à orientation naturelle peut prescrire l'analyse. Alors, ce qui est important, c'est de vraiment comprendre que chez le naturopathe, il va y avoir un approfondissement de toute cette historique. Imaginons que la patiente raconte son histoire d'angine, qui a été soignée aux antibiotiques, donc parfaitement, entre guillemets, traitée par la médecine officielle, il ne verra rien à redire. Et donc, la vision naturopathique est essentielle. Ce que nous devons comprendre, c'est que la médecine du futur, elle sera une médecine intégrative ou elle ne sera plus. On aura d'un côté des techniciens et puis d'un autre côté, on aura les naturopathes qui font leur maximum, mais sans ce mariage et sans cette sorte d'union sacrée entre ces deux formes de la médecine, en y ajoutant bien sûr la médecine énergétique dont on a vu l'importance en interprétant les réactions érysipéloïdes qui se sont produites sur le point notamment du GI4 et du rat de pancréas numéro 4, eh bien, avec ces trois médecines qui forment la médecine intégrative, nous avons la médecine du XXIe siècle et même du troisième millénaire. Voilà le sens du message que je veux faire passer et c'est pourquoi je suis tellement en joie d'intervenir dans ce congrès de la naturopathie parce que ma vocation fondamentale, c'est quand même la médecine naturelle. Merci Daniel. Il y a des personnes qui sont ouvertes à l'énergétique chinoise et je sais qu'ils vont être encore plus nombreux demain. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur le lien dont tu as parlé entre le méridien rat de pancréas et les troubles gynécologiques probables de cette cliente? Bien, l'intérêt de cette médecine chinoise, c'est de comprendre que ce revêtement cutané, qui finalement est le plus gros organe de nos organismes, on sait également qu'il est extrêmement important sur le plan immunologique. Sur le plan immunologique, on a bien sûr les ganglions lymphatiques, on a la rate, on a le thymus, et ensuite on a bien sûr toute la sphère intestinale qui est majeure, mais également en dessous de la peau, c'est bourré de cellules immunologiques, et automatiquement, quand il y a un érysipèle, l'érysipèle c'est une réaction par rapport au streptocoque et à certaines protéines du streptocoque de sa paroi. C'est ce qui fait le problème. Vous savez qu'on nous dit toujours en médecine, je pense en naturopathie aussi, mes profs me disaient ça, le streptocoque va lécher l'articulation et il va mordre le cœur. C'est ce qui fait qu'on a effectivement des réactions qui peuvent toucher le tissu articulaire sous forme d'arthrite plus ou moins similaire à la polyarthrite rhumatoïde, mais bien sûr d'atteinte des valves cardiaques comme le rétrécissement et l'insuffisance mitrale en particulier. Alors, le méridien qui est lié à la gorge, c'est effectivement le gros intestin, et les Chinois nous enseignent que ce fameux méridien rat de pancréas, c'est un méridien qui va passer, qui part donc du gros orteil, vous le verrez après sur le schéma, et il va remonter, et il va effectivement passer par la sphère. Alors, je vais mettre debout là. Non, c'est pas grave, ici par la sphère, il vient se terminer ensuite ici au bas des côtes. Et il y a notamment un point qu'on appelle RP6, où vont se joindre les trois lignes, c'est-à-dire le méridien du rein, le méridien rat de pancréas et le méridien du foie. C'est un point qu'on trouve à l'intérieur de la cheville. Il lui reste très je veux dire prudemment utilisé. Par exemple, en cas de grossesse, on l'interdit carrément parce que c'est tellement lié à l'utérus qu'on pourrait éventuellement déclencher des contractions et une fausse couche. Et donc, on voit à travers ce cas qui est extraordinaire, qui a fait le tour du monde. Alors, il était présenté dans le livre L'aromathérapie exactement, mais en noir et blanc. Là, vous avez la chance de l'avoir
en photo en couleur et avec celui qui est quand même est l'auteur de la guérison. Donc, on se rend compte que cette médecine chinoise, elle est absolument fantastique. Et quand on la voit se mettre en place dans le vivant, dans un accompagnement grâce à une vision naturopathique de la pathologie et corrélativement à une mise en place d'un programme et d'un organigramme de soins en lien avec l'enseignement de la naturopathie, eh bien, je dirais que c'est vraiment l'exemple qui pourrait être pratiquement un symbole de cette médecine intégrative, naturopathie que je mets toujours au sommet du triangle, médecine énergétique, et la médecine conventionnelle, alors je l'appelle une médecine scientifique, mais analytico-réductrice. Voilà. On en reparlera un petit encore demain, mais comme ça, les choses sont claires. On en a besoin, mais le problème, et ça, je vous le dis à tous, c'est que tout s'apprend en fonction de la théorie des ensembles. Or, la médecine est un ensemble. Mais quand il y a une partie de l'ensemble, c'est-à-dire un sous-ensemble, qui se prend pour le tout, c'est-à-dire pour l'ensemble, alors je dis c'est foutu, c'est foutu. Voilà. C'est un petit jeu de mots, mais comme ça, tout le monde s'en rappelle. Voilà. Alors, je suis encore ouvert aux autres questions, surtout ce que j'ai. Vous avez des questions à poser au docteur Pénoël? Vous avez vu pourquoi je vous dis depuis le début du congrès que vous allez devenir fan comme moi? C'est bon, Daniel. Tu as de nouveau plein de fans. Tout le monde te dit merci. Alors, il y a même quelqu'un qui a dit que tu étais une pépite. Je ne savais pas si ton épouse savait qu'elle était mariée avec une pépite. Alors, on te dit, parce que tu n'entends pas, tu es mariée avec une pépite. Voilà. Alors, viens dire bonjour au groupe. Viens dire bonjour au groupe. Comme ça, tu diras quand même que j'ai travaillé de 3 heures du matin jusqu'à 11 heures. Non, mais... Après, on ne doute pas, vu la qualité de ton intervention, que tu as beaucoup travaillé. Bon, dis-leur un petit bonjour comme ça. Demain tu installes madame. En compliment. Bonjour à tous. Vous l'avez compris, de toute façon, la famille Pénoël fait beaucoup pour l'aromathérapie. Vous avez vu David. Bonjour Madame Pénoël. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Elle sera avec nous demain parce qu'elle nous présentera demain un témoignage. Comment est-ce qu'elle a vécu un accompagnement par son cher et tendre. Donc on la verra demain. Et je vous précisais que, voilà, après, vous savez à quel point moi je suis très famille et Daniel est aussi comme ça. Avec son épouse, ils ont bien fait évoluer l'aromathérapie grâce à la grande famille. Il y a tout le monde qui bosse dans le milieu aromathérapie. Oui. Vous pouvez, comme moi, suivre la Pénoël Vallée. C'est Magali qui est aux commandes de la Pénoël Vallée. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'aromathérapie, Daniel, il fait régulièrement des interventions. Magali, qui le connaît par cœur, c'est très bien jongler avec les questions avec Daniel. Moi, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Il m'a dit, mais t'inquiète, tu vas faire comme Magali. Je savais très bien que j'arriverais pas à faire comme Magali. Mais j'espère que l'intervention vous a plu. T'essayes d'écouter, Daniel? Eh ben non, il n'y a que ta femme qui écoute. Non, je disais que Magali, avec la Pénoël Vallée, vous pouvez la rejoindre sur les réseaux sociaux. Elle est fun, elle est rayonnante et ça vous permet d'en savoir beaucoup plus sur l'aromathérapie parce que, bien entendu, le docteur Pénoël est très souvent sur les réseaux avec elle. A priori, tout le monde est devenu passionné de l'aromathérapie, a hâte de t'entendre demain, Daniel, pour faire ton show sur l'aromathérapie énergétique. Et voilà. Merci à David, parce que franchement, je ne savais pas que tu étais aussi réactif sur le au suivant. Merci. Voilà. Moi, je voulais souligner que nous sommes une famille consacrée. Voilà. Consacrée à ce travail et ça nous plaît. Donc, on n'est pas sacrifié, on est consacré, même si mon époux se lève à 3 heures du matin pour faire ses dossiers, etc. Ça fait un peu plus de place dans le lit, Madame Pénoël, c'est bien aussi. Mais il est grand, le lit. Voilà. En tout cas, merci. À bientôt. À demain. Voilà. Merci, cas, Daniel. Je suis très content. Oui. Je vous dis, venez demain, le plus nombreux possible, parce que quand c'est en live, c'est toujours plus sympa. Et puis, bien sûr, toutes les questions que vous avez, notez-les. Et puis demain, on tâchera d'engager un petit débat. Mais demain, je vais vous exploser. Hein. Attention, hein. Tenez-vous prêts là. Attends, je vais travailler mon rein 1 toute la soirée. Je serai avec une vitalité maximum. Je vais remonter mes yin. Merci bien. Et je ne savais pas que David, tu lui diras, il était aussi bon avec le au suivant. À chaque fois que je vais appeler David, maintenant, je vais lui dire au suivant. D'accord. À chaque fois que tu as dit au suivant, hop, slide suivant.
Donc, merci David pour le travail. David. Merci à vous. T'as assuré, gars. Bon. Merci beaucoup au docteur Pénoël. On va le laisser repartir avec sa grande famille. David, tu peux couper l'écran maintenant. On va faire quelques minutes de pause. J'espère que vous avez kiffé autant que nous. Nous, avec Mimo, on aime justement cette vision de l'aromathérapie scientifique. Alors, est-ce qu'il y a des études cliniques sur la question? Il y a des études cliniques au niveau international. Le docteur Pénoël a quand même beaucoup œuvré au niveau des études scientifiques. Vous verrez demain sa vision de l'aromathérapie énergétique. Comme vous le voyez, hein, c'est un puits de connaissances. Moi qui ai la chance de connaître Daniel depuis très longtemps, en général, j'ai à peu près 12 ans et demi à chaque fois que je le croise parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien appris, qu'on ne savait rien. Et sa grande humilité, sa pédagogie nous permet d'avancer encore plus loin. Contente que l'intervention du docteur Pénoël vous ait plu. Et a priori, il a dit qu'il allait tous nous déboîter demain. Vous savez, hein, les filles, d'où je tiens ces propos, ça déboîte. C'est de sa faute à lui. J'ai mal été élevée en énergétique. Voilà. À tout de suite. Allez, ciao.